Bonjour, chères enseignantes, chers enseignants stagiaires. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la 6e session qui concerne l'installation d'un dispositif d'apprentissage appelé situation problème rationnel. Alors, je vais commencer d'abord par vous rappeler les caractéristiques de notre dispositif d'apprentissage, puisqu'on est dans la dernière partie. Alors, une situation problème à dimension rationnelle devrait être liée à un thème précis, un thème mathématique précis, dans notre cas, le thème des suites, et il doit correspondre à 4 situations. On a déjà vu la première sous forme d'énoncé reprenant les automatismes ou des conceptions erronées sur le thème des suites et nécessitant en plus une justification, la construction de contre-exemples dont il s'agit de déterminer la valeur de vérité. Pour la deuxième partie, il est composé de phrases destinées à travailler la compréhension de discours mathématiques sur le thème des suites, c'est-à-dire on a zoomé sur des éléments langagiers dans un dialogue avec la classe ou bien avec l'amphi. Les paramètres mis en jeu appartiennent au plan de la dialectique syntaxique sémantique. Et puis une troisième partie qu'on a déjà dissertée également et qu'on a pu parler didactiquement de contenu, ou bien des variables didactiques mises en jeu. Donc la troisième présente des propositions qui proviennent des textes officiels et qui donnent lieu à des habitudes scolaires. Ces propositions sont à examiner en relation avec une application ou bien une preuve erronée. Et enfin, l'objectif de cette séance, il va aborder la quatrième partie, la dernière, à savoir une partie qui est composée de problèmes ouverts, problèmes ouverts au sens de Charnaille, et je vais donner la définition qu'on a adoptée. Donc, il s'agit de problèmes ouverts donnés sans question à intermédiaire ni piste de résolution. Et finalement, la caractéristique, et c'est d'ailleurs la finalité, sinon les objectifs pédagogiques, c'est faire émerger, grâce à ces variables didactiques, les liens possibles de processus cognitifs, de l'engagement depuis le relais heuristique empirique pour arriver, on espère, à un niveau conceptuel ou à un niveau formel. L'objectif également, c'est destiné à favoriser l'entrée à la preuve dans la preuve et l'exigence de la formalisation mathématique. Alors, pour la définition qu'on a pris pour un problème ouvert au sens de Charnaille, c'est un problème qui est dont l'énoncé est court, dont l'énoncé également n'induit ni la méthode ni la solution, et le problème se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les élèves ont assez de familiarité. Et je vais revenir un peu plus sur ce domaine conceptuel des élèves. Ainsi, l'objectif, c'est qu'ils peuvent prendre position de la situation. Position, ça veut dire un contrôle, et ensuite s'engager dans des essais, des conjectures, des projets de résolution et des contre-exemples, c'est-à-dire tous les enjeux de l'activité mathématique. Alors, parler de problèmes ouverts, vous allez peut-être poser la question, mais où est la didactique si on propose des problèmes ouverts, c'est-à-dire on est dans des situations adidactiques. Alors, je vous rappelle que cette partie n'est pas isolée de l'ensemble du dispositif, et je vais quand même vous rappeler un concept qu'on a déjà vu dans les sciences inaugurales de ce module, à savoir la didactique professionnelle des mathématiques, et on a parlé, on a évoqué la notion de la zone proximale de développement. Alors, je vais d'abord vous faire un petit rappel de ce que c'est que la zone proximale de développement, et vous pouvez vous-même voir le lien entre
ce stade où on est arrivé qui concerne les problèmes ouverts. Alors, la définition que donne Vygotsky de la zone proximale de développement est la suivante. C'est la distance entre le niveau de développement actuel, tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'apprenant résout des problèmes mathématiques seul, et le niveau de développement potentiel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'élève résout des problèmes lorsqu'il est assisté par un professeur. Alors, le médiateur qui est l'enseignant, qui est également l'animateur, l'enseignant, doit en effet situer son intervention dans la zone proximale de développement pour permettre, et cela pour permettre à l'apprenant de dépasser ses compétences actuelles grâce à une activité conjointe avec le médiateur, bien évidemment. Donc, c'est l'objectif. On cherche à installer une activité pertinente ou bien un dispositif d'apprentissage qui permet à l'apprenant de dépasser ses compétences actuelles, c'est-à-dire pour nous, dans le cadre de notre recherche, dans cet article, c'est de dépasser le mode d'acquisition classifié d'automatisme pour passer de concret, pour passer à un monde conceptuel ou bien un monde de formalisation. Alors, encore dans le cadre de cette notion, ce que l'élève est en mesure de faire aujourd'hui à l'aide de l'enseignant, il pourra l'accomplir prochainement tout seul. Alors, la zone proximale de développement nous aide ainsi à connaître les pas futurs de l'élève et la dynamique de son développement en prenant en considération non seulement les résultats déjà obtenus, mais aussi ceux en voie d'acquisition. Donc, voilà donc un relais avec la zone proximale de développement. Maintenant, je vais énoncer la dernière partie qui est composée de 4 problèmes ouverts et je vais partager avec vous l'écran. Alors, voilà l'énoncé. Voilà. Alors, le problème ouvert 1, donc je vais le lire et puis, comme d'habitude, on va passer à une étude, un commentaire didactique, a priori, bien évidemment. Alors, soit U0, U1, un couple qui appartient à un carré, étudier la suite définie par la relation valeur absolue du UN plus 1 égale à UN plus 2 plus UN avec N appartient à N. Je répète, soit le couple U0, U1 appartient à R carré, un couple de réels. Étudier la suite définie par la relation valeur absolue du UN plus 1 égale à UN plus 2 plus UN avec N appartient à N. Donc, voilà le premier problème ouvert. Donc, peut-être je vais me contenter seulement de lire l'énoncé du premier problème, puis passer à l'étude didactique et puis revenir au deuxième et ainsi de suite. Donc, je pense que ce serait plus bénéfique. Donc, voilà pour l'énoncé. On va passer à la lecture didactique de ce premier problème. Alors, il s'agit bien d'un problème ouvert parce que c'est une situation inhabituelle proposée aux élèves. Ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des suites définies implicitement. Hein. Et donc, dans cet exemple, dans ce problème, il y a cette suite qui n'est pas définie concrètement. Alors, voilà la partie 3. Non, je n'arrive pas vraiment à voir l'énoncé didactique. Alors, lecture didactique, voilà. Lecture didactique de la partie 3 du dispositif, c'est ça. Alors, comme vous avez pu remarquer que notre ingénierie didactique est organisée sous forme de 4 problèmes ouverts. Alors, le premier problème ouvert, voilà, on va lire ceci didactiquement, ne propose pas de valeur précise des premiers termes de la suite numérique. Donc, il s'agit d'une suite numérique de données de premiers termes U01, mais dont les valeurs ne sont pas données explicitement. C'est inhabituel pour l'apprenant qui a l'habitude d'avoir toujours une valeur numérique donnée par un réel
de la suite. Donc, on a déjà mentionné le rôle majeur des conditions initiales sur le comportement d'une suite. Oui, effectivement, dans les parties précédentes. Par exemple, la suite de Newton, on a mentionné le rôle de premier terme de la suite. On a même associé ça par approche interdisciplinaire aux conditions initiales dans le champ de la physique. Et donc, le couple valeur de U0, valeur de E1 est une variable didactique pour notre situation qui joue, qui change la nature de la suite. Et donc, la nature de la suite, bon, on a déjà également disserté la signification de la nature pourrait être, selon la définition attribuée par l'enseignant, la majoration dans les propriétés, disons, relatives à la suite, la monotonie également, et ce qui est convergent, ce qui n'est pas convergent. Donc, c'est aussi, ça fait partie de la nature. Alors, par conséquent, l'idée naturelle, pour aborder cette question, est d'attribuer des valeurs au couple E0 et E1 pour conjecturer ce que se passe avant d'étudier le cas général. Alors, on aimerait bien pousser, parce que on aimerait bien laisser un champ de recherche ouvert, parce que l'élève va se trouver d'abord étonné de ne pas voir les valeurs qu'il a l'habitude de travailler avec, de U0 et 1, et donc l'idée naturelle est de donner des valeurs réelles à U0 et 1 et voir ce que se passe, c'est-à-dire il cherche à conjecturer ce que se passe avant d'étudier, bien sûr, le cas général. Alors, la présence de symboles de la valeur absolue incite un raisonnement par étude de cas. C'est tout à fait normal, c'est une technique assez habituelle chez les élèves. Une fois qu'il y a la valeur absolue, donc on pense vraiment à faire deux cas, c'est le raisonnement par disjonction de cas. Si la quantité intérieure est positive, on va travailler le premier cas et le deuxième cas concernant le cas négatif. Alors, et ce, bien évidemment, selon le signe de U0 et 1. Le sujet il est riche par ces divers cas à étudier. Donc, vous pouvez vous-même essayer de faire un essai. Il y a vraiment beaucoup de cas. Donc, il y a une recherche, mais ce n'est pas difficile. Hein. L'essentiel, c'est qu'elle reste toujours dans la zone de contrôle de la position de l'activité mathématique. Il y a des cas, donc sans qu'il présente une difficulté, une rédaction soigneusement élaborée est nécessaire ici pour déduire que la famille des suites étudiée, elle est de période 9, c'est-à-dire U indice n plus 9 égale à UN pour tout entier. Donc, ça veut dire que ces suites ne sont pas convergentes. Voilà donc la lecture de ce premier problème ouvert. Et vous pouvez voir qu'il y a une relation implicite avec quelques paramètres didactiques qu'on a déjà vus dans les sciences, dans les parties présentes. Alors, pour le problème ouvert numéro 2, soit n appartient à n, on considère la fonction fn définie par fn égale à 1 plus x carré sur 2 factoriel, et ainsi de suite, jusqu'à xn sur n factoriel. Montrer que pour tout n appartient à n, que Rn, elle est compris entre 0 et moins 2n plus 1, où Rn est l'unique racine réelle de fn de x, on déduire que cette suite décroît vers moins l'infini. Voilà donc l'énoncé de deuxième problème ouvert. Donc il s'agit de la donnée d'une suite fn de x, mais attention, ici il y a deux variables, à savoir la variable réelle x et la variable naturelle qui appartient à n, l'indice fn. Donc il s'agit en fait d'une suite de fonctions, mais dont l'élève au secondaire n'a pas l'habitude de travailler explicitement cette notion de suite de fonctions. Mais on verra bien dans notre lecture didactique. Alors, pour le problème 2, au contraire de problème précédent, elle pousse l'élève à aborder une suite définie implicitement. Donc, c'est encore
la suite, elle est cachée, hein, parce que Rn, qui est solution de notre, disons, de notre équation algébrique, hein, d'ordre n, donc il y a en fin de compte Fn de x, c'est un polynôme, et donc il s'agit bien la suite est définie comme une solution de ce polynôme d'ordre n. Et donc, à chaque n, on associe une solution, bien sûr, si elle existe, ça bien. Et ces solutions définissent une série de nombres, et ces séries de nombres, ou bien cette liste de nombres, constitue bien sûr une suite. Alors, mais le problème, c'est qu'on devrait se poser la question d'existence, parce que vous savez que pour la résolution d'un polynôme égal à 0, donc ce n'est pas nécessairement d'avoir une solution. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une solution. Alors d'abord, concrètement, par essai des cas particuliers élémentaires, c'est toujours cet aspect de l'expérimentation pour avoir une idée, pour conjecturer, pour tracer un chemin de résolution. L'élève est amené à voir ce qui se passe pour 0, pour n égale à 0, pour n égale à 1, égale à 2, égale à 3, ce qui l'amène à en admettre l'existence intuitivement, parce que jusqu'au troisième degré, la résolution d'une équation algébrique est faisable. Hein, il est assez familier pour un élève moyen, du niveau moyen, et donc il peut voir les éléments de cette suite, hein, intuitivement. L'application de raisonnement par récurrence double peut être évoquée. Maintenant, on va voir un type de récurrence, c'est la récurrence double, mais ça, c'est juste une nomination, mais l'élève a l'habitude de travailler, mais pas fréquemment, mais de travailler avec cette propriété de récurrence, Pn. C'est le couple f indice de n n'a pas de racine et f de n plus 1 admet une unique racine. Donc, bien sûr, ce n'est pas évident de mettre Pn sous cette forme, hein, mais je pense qu'il faut travailler concrètement l'exercice pour déceler l'implicite de cette proposition Pn. F indice de n n'a pas de racine et f de n plus 1 admet une unique racine. Donc, en quelque sorte, regardez que l'indice est pair d'une part et de l'autre part, il est impair. Lorsqu'il est impair, il n'y a pas une racine unique, mais il admet une unique racine, pardon, et lorsqu'il est pair, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire il n'y a pas de racine. Alors, dans cette étape, une variable didactique est le couple, l'indice de la suite et la variable de la fonction. Je vous rappelle qu'on travaille dans une suite, par une suite de fonctions. Donc, il y a un couple à prendre en considération, c'est-à-dire voir la relation possible entre l'indice de la suite et la variable réelle. Donc, c'est en quelque sorte les deux notions en même temps, les fonctions numériques que l'élève maîtrise bien et les suites numériques d'autre part. Alors, cette variable didactique va pousser l'élève à établir une relation entre la dérivée d'une fonction et l'indice d'une fonction, à savoir que f'N plus 1 de x égale f'n de x. À noter que la notion de suite de fonctions ne figure pas dans le programme scolaire, c'est ce qu'on a mentionné. Alors, pour le reste, c'est un peu trop technique. Je ne veux pas, bien évidemment, parler de ça oralement. Ça ne va pas nous permettre de déceler le véritable enjeu, mais vous pouvez lire ceci à tête reposée une fois le manuscrit est publié. Et donc, l'idée, c'est que n'oubliez pas qu'on a un animateur, à savoir l'enseignant, qu'il devrait savoir ses paramètres et qu'il devrait se situer dans une zone proximale de l'élève et parfois aider avec prudence, là où il le faut, intervenir pour ne pas
avoir pour ne pas bloquer l'élève. Pour le troisième problème, montrer que la suite complexe UN définie par U0 appartient à C et UN égale à 1 demi UN plus le module de N plus 1 converge et trouver sa limite U0. Donc, je vais relire cet énoncé. Montrer que la suite complexe UN définie par U0 appartient à C et à l'ensemble des nombres complexes et UN de terme général égale, ce n'est pas un terme général, mais il est défini UN égale à 1 demi UN plus la valeur absolue de N plus 1. Donc, je pense qu'il y a une erreur quelque part ici sur l'indice. Donc, je vais voir ça. Voilà, le problème 3. Ah, ce n'est pas clair ici. OK, c'est pas clair. OK. Alors, le problème 3 induit... donc, je vais corriger peut-être. Oui, c'est UN plus 1, oui. UN plus 1 ici. Hein. UN plus 1 égale à 1 sur 2 UN plus le module de UN plus 1. Voilà, c'est ça. Donc, le problème 3 induit un nouveau concept, à savoir les suites complexes, qui va être abordé par des outils ordinaires en fusionnant en quelque sorte deux chapitres déjà vus, à savoir celui des nombres complexes et des suites numériques. Alors, oui, on sort un peu de quotidien. La notion de suite complexe ne figure pas dans le programme secondaire, mais il y a toujours ce contrôle, cette position de la situation, ce champ conceptuel assez familier chez les élèves parce qu'il a déjà vu le chapitre des nombres complexes d'une part et les suites numériques. Alors, une approche historique des nombres complexes peut être évoquée. C'est peut-être l'enseignant, l'animateur a un peu de temps pour parler des nombres complexes comme étant un outil, éclairer le passage de l'outil à travers l'objet des nombres complexes. L'ensemble d'appartenance de la donnée de terme initial U0 est une variable didactique qui influence la nature de la suite. Parce que dans le cas où U0 appartient à C, une difficulté peut être envisagée sur le choix de l'écriture de nombres complexes. Alors, la clé, c'est quoi? C'est que à la donnée d'un nombre complexe, il y a deux écritures, trois écritures en général, à savoir l'écriture algébrique, à savoir U0 égale à A plus IB. Il y a également l'écriture en mode exponentiel qui va être plus pratique dans cet exercice, Et bien évidemment, l'animateur, l'enseignant devrait intervenir au moment précis parce que, en général, les élèves ont tendance à travailler en mode algébrique d'un nombre complexe qui ne va pas donner grand-chose dans ce cas-là. Donc, voilà pour ce problème 3. Le dernier problème au vers 4, soit UN une suite complexe telle que la limite de la racine énième de module de UN égale à L, discuter la limite de UN suivant les valeurs de L. Voilà. Discuter la limite de la suite UN, parce qu'on a la limite de la racine énième de module de UN, et non pas la limite de la suite UN. Et on demande de discuter la limite suivant ces valeurs de N. Alors ici, c'est la réponse ne peut se faire que dans un contexte formel. Et n'oubliez pas que l'une des finalités de notre situation problème rationnel est d'arriver à un niveau de formalisme. Alors, par définition de la limite, donc on va écrire la définition de la limite, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un N0, un rang tel que, quel que soit n supérieur à N0 à partir d'un certain rang, alors le module de n il est compris entre L moins epsilon à la puissance n et L plus epsilon à la puissance n. Et l'idée est de travailler sur un résultat très très classique dans le chapitre de la limite d'une suite numérique, à savoir la limite de A à la puissance n égale à 0, c'est A est compris entre moins 1 et 1
ou bien la limite de a à la puissance n égale à l'infini si a est strictement supérieur à 1. Donc voilà en gros, l'énoncé de la dernière partie qui compose notre situation problème rationnel. Alors, je vais citer la conclusion. Alors, pour la conclusion, l'objectif de ce travail annoncé en introduction était de proposer un scénario d'apprentissage qui vise l'exigence de formalisation en première année universitaire. Alors, j'ai pensé en mode de situation pour mieux soutenir et inciter les élèves ou bien les étudiants à se montrer capables d'un réinvestissement plus complexe des différents modèles de raisonnement mathématique. Parce qu'on a vu pas mal de types de raisonnement et d'un réinvestissement plus complexe des différents modèles de raisonnement mathématique. Alors, notre ingénierie didactique étudiait une situation d'apprentissage liée au terme de la convergence des suites, situation qui pourrait aider à préparer les élèves ou bien les étudiants à la transition secondaire université ou bien secondaire supérieure, et cela en mettant en jeu l'articulation entre synthèse et mode de raisonnement. Alors, notre situation spécifique proposée, qu'on a nommée situation problème à dimension rationnelle, a pour ressort didactique l'orientation de l'étudiant à réinvestir la dimension rationnelle en vue de transférer son corpus de connaissances, souvent protégé par le contrat didactique secondaire, afin de se préparer à la présentation formelle des savoirs mathématiques qu'impose l'enseignement supérieur. Alors, ainsi, pour une éventuelle modalité de mise en œuvre, il appartient à l'enseignant de circonscrire de telles situations, prenant en compte leurs variables didactiques. Cependant, une série de questions concernent les enseignants à l'université. Y a-t-il d'abord un consensus des acteurs de l'éducation sur la nécessité d'une planification didactique à ce niveau, c'est-à-dire en amont de l'université? Alors, ceci nous renvoie à une autre problématique plus générale, différente de la question posée dans ce travail, celle du rôle que peut jouer l'empirisme et l'heuristique dans la construction de sens et de concepts, non seulement pour les mathématiques et élémentaires, mais également pour les savoirs de haut niveau. Donc, voilà pour la fin de cette session. Donc, j'espère bien que vous avez pu déceler un ensemble de variables didactiques, de lectures didactiques. Je vous rappelle également, dans le cadre de module de la recherche-action, il s'agit bien d'une conception. Il s'agit bien d'une conception d'un dispositif d'apprentissage basé sur des fondements qui sont théoriques, mais attention, il reste toujours une phase très importante, à savoir l'expérimentation. Donc, ce qu'on a fait, c'est une lecture a priori, c'est ce qu'on aspire à voir ou voir chez la réussite reste toujours optimale, mais il faut passer à l'expérimentation. Je n'ai pas évoqué dans cette vidéo l'aspect d'expérience, mais pour vous, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette lecture didactique des tenants qu'on a évoqués dans cette situation. Donc, voilà, merci de votre attention. Prenez soin de vous et à très bientôt.